Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les généraux officiers supérieurs, Messieurs les présidents, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Permettez-moi tout d'abord de remercier le président Driss Ben Omar pour cette invitation qui m'honore et me touche particulièrement. Il flottait autour du café tout à l'heure un sentiment de répétition de Copenhague à Madrid qui me trouble, qui m'exaspère, et puis ce diaspora qui me rend en même temps extrêmement optimiste. Je ne peux en tout passer sous silence le jour d'ouverture de la COP 25 de Madrid, la fameuse COP 22, celle qui, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, avait consacré la COP aux pays vulnérables et notamment à l'Afrique, et des liens entre les pays émetteurs et l'Afrique, le plan des solutions concrètes voulues par le Maroc, avec le plan bleu, le plan vert et l'ensemble des opérations qui en découlent. Et donc faire ce forum aujourd'hui, ici à Rabat, Monsieur le Président, le jour de la COP25, et au moment où on voit un risque de basculement un peu partout dans le monde, le faire au Maroc, pays qui apporte la preuve du possible, qui est une rotule entre l'Europe et l'Afrique, à la fois culturelle et humaine, est tout à fait décisif. Et réunir à la fois la société civile, les responsables politiques, les chercheurs et universitaires et les militaires me paraît une idée absolument centrale parce que la sécurité ou l'insécurité, elle est globale. Et nous rentrons, je pense, dans un risque de spirale infernale alors que nous devons en sortir. Je ne vais pas vous refaire les conséquences du dérèglement climatique sur l'eau, sur la sécurité alimentaire, sur les eaux, les océans, l'acidification des océans et la surpêche, bref, tout ça vous le savez. Le dérèglement climatique est une aggravation de la situation alimentaire, une aggravation du développement et est un point absolument crucial. Ce qui m'intéresse plus, c'est de regarder très objectivement le risque de spirale et les conditions opérationnelles pour en sortir. Le dérèglement climatique se combine malheureusement avec un problème d'énergie sur le continent africain. 65% de la population n'a pas d'accès à l'énergie. Et permettez-moi de rappeler que l'énergie est aujourd'hui, au XXIe siècle, le premier des droits de l'homme, avant tous les autres, puisqu'il est le préalable à l'eau, à la sécurité alimentaire, à la santé, à la sécurité tout court, à l'éducation, etc. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que l'ensemble de la planète, il y a des endroits énormes sans accès à l'énergie et à l'eau? Mais c'est pas imaginable. Et comme on ne peut pas l'imaginer, on détourne le regard. Quand je dis on, je ne parle pas du Maroc, bien entendu. Ce sujet est central. Si vous le combinez avec le dérèglement, les précipitations, la sécheresse et un choc démographique inconnu dans l'histoire de l'humanité, inconnu, de l'époque où on a appelé les indépendances africaines à nos jours, 200 millions, 1,2 milliard, entre maintenant et 2050, 1,2 milliard, 2,4 milliards. Moitié liée à l'amélioration de la santé publique, l'autre moitié, un système de natalité qui d'ailleurs sera exponentiel et la courbe va s'inverser ensuite. Donc nous assistons à la combinaison du dérèglement, d'un choc démographique, de l'absence d'énergie sur l'ensemble du continent et de quelques autres pays vulnérables, plus un monde totalement connecté. 1 milliard de portables vendus dans les 3 dernières années, une couverture connectée de l'ensemble de l'Afrique. Donc
un monde connecté, totalement informé, avec des endroits où la jeunesse n'a pas d'avenir par l'énergie, et un problème de sécurité alimentaire majeur, car choc démographique, toutes les grands nomadismes ou les grandes migrations de l'humanité se sont faits lorsqu'un groupe ne pouvait plus survivre dans l'endroit dans lequel il était. Si je devais résumer la Grande Afrique, c'est un grand chemin sur lequel la jeunesse d'Afrique va vers les points de lumière, vers les points de musique, en croisant tous les radicaux ou tous les brigands de grand chemin de ce monde. On voit bien que cette Afrique va vers ses côtes et ses ports, de grands phénomènes migratoires. Il est d'abord infra-africain, avec une impossibilité de gérer un tel afflux dans des conditions urbaines organisées. On voit bien Kinshasa, 3 millions, 15 millions en 10 ans. On voit bien la progression de Lagos. Et on voit bien que l'impossibilité physique de cette gestion urbaine. Et alors, si on regarde tout ça, alors que ce continent, celui de tous les possibles, celui de choc de jeunesse, celui du multilinguisme, celui des ressources naturelles, celui de sa nouvelle organisation démocratique, de ces talents qui malheureusement, pour certains, quittent le continent, quand on voit tout ce chemin possible, on se dit, mais enfin, est-ce qu'on dit absolument la vérité sur qui doit faire quoi? Donnez-moi quelques chiffres simples, puisqu'on parle de dérèglement climatique. Un Africain émet en moyenne 200 kg de CO2 par habitant et par an. Les experts du GIEC estiment que pour que l'humanité se stabilise sur ce seul sujet, il faudrait que nous soyons à 2 tonnes par habitant et par an. Un Africain, 200 kg. Un Indien, 1 tonne. Un Français, 5 tonnes et demie. Un Allemand, 9 tonnes. Un Américain, 20 tonnes. Et, bon, l'Arabie Saoudite, dans un cas particulier, une trentaine de tonnes. En réalité, le sujet central est le suivant. Et il y a un moment où les grandes messes internationales vont finir par tourner à l'incompréhension, voire à l'indécence. La vérité est assez simple. Les émetteurs sont d'un côté, et les victimes sont de l'autre côté. Pardon de le dire en termes aussi brutaux, mais c'est la stricte vérité. Et je ne le dis pas sur un discours conflictuel, je le dis simplement pour que chacun prenne ses responsabilités. Si on veut sortir de cette spirale, il faut d'abord avoir peu d'objectifs, mais extrêmement clairs. Il me semble qu'il y en a 3 qui sont clairs. L'énergie pour tous, un plan pour l'eau et l'assainissement, sécurité alimentaire et infrastructure. Bien sûr qu'il y a des tas d'autres sujets, mais ces sujets-là sont centraux, et moi j'appelle une nouvelle fois, après l'avoir fait à Copenhague, après l'avoir fait à Paris, à ce qu'il y ait vous l'appellerez comme vous voulez, un plan Marshall, un traité de paix, de prospérité, de croissance, sur ces 3 objectifs. 1, l'énergie. Y a-t-il le moindre problème technologique? Aucun. L'effondrement du coût, la décentralisation des capacités énergétiques qui réduisent les coûts de transport, la numérisation, la digitalisation de l'énergie. Le Maroc l'a démontré avec ses installations récentes. Enfin, on est à un effondrement du coût qui va s'accélérer. Donc, il n'y a pas de problème technologique, il n'y a pas de problème de savoir-faire, il n'y a pas de problème de liquidité. Il y a juste un problème, c'est l'effondrement nécessaire pour lancer l'opération, pour pouvoir avoir un effet de levier avec les grandes liquidités mondiales. On connaît le coût, 5 milliards par an pendant 10 ans pour l'ensemble des continents africains. 5 petits milliards. Les infrastructures, y compris aéronautiques, je ne rentre pas dedans, 5 milliards également. Sécurité, amélioration des semences, rentabilité alimentaire, c'est à peu près le même chiffre. À comparer aux 3200 milliards de quantitative easing organisés par les Européens pour son système bancaire, on est sur des sujets qui sont extrêmement faibles. J'ajoute à cela que comment peut-on imaginer un risque de déstabilisation de cette importance
qui, par effet cumulatif, réduit même l'investissement. Aujourd'hui, c'est compliqué, qu'on le veuille ou non, d'investir au Mali pour des gens qui viennent d'un peu plus loin. On voit bien que entre Kigali et le sud Maroc, on a une instabilité physique qui s'est aggravée depuis une dizaine d'années. Donc, on est face à un risque de migration extraordinaire, on a les capacités de faire ce plan de paix, et en fait, on ne le fait pas. La vérité, c'est bien ça. Et moi, je suis convaincu que l'avenir de l'Europe, pardon de parler de ce vieux continent qui est le mien, l'avenir de l'Europe passera par un traité de paix, de croissance et de sécurité et de développement avec l'Afrique. Je ne dis pas un traité exclusif, bien entendu que les Chinois, les Américains, on leur parle de contribution dans tout ça. Mais je suis convaincu que les Méditerranées est trop petite pour que nos deux continents n'aient pas un destin commun. Ces trois sujets sont faisables. Quelle plus belle proposition à faire à la jeunesse du monde que de proposer que le continent africain, géré par des agents spécialisés, pilotés par des Africains, avec une collaboration internationale, quel plus beau projet que de proposer le premier continent de développement soutenable et durable. Vous savez, l'Europe est en crise de sens, crise de valeur pour sa jeunesse. Vous voyez bien les dislocations éventuelles. Sans un grand projet partagé, l'Europe se disloquera. Avec un grand projet partagé, les jeunesses d'Europe trouveront elles aussi à nouveau un avenir. Alors je vous le dis solennellement parce que nous sommes au Maroc. Le Maroc doit, dans cette affaire-là, jouer un rôle central. Central, il est par sa géographie, naturellement. Central, il est par sa culture. Central, il est par son management et ses talents. Central, il est parce que c'est un pays administré. Central, il est par le leadership de Sa Majesté Mohamed VI du Raciste. Sans une impulsion majeure du Maroc, vraiment. Parce que le Maroc a en plus démontré que tout ce qu'on vient de dire était faisable. Le plan d'énergie renouvelable, durable du Maroc, le plan pour l'alimentation du Maroc, le plan d'infrastructure du Maroc, ça a été fait au Maroc. C'est la démonstration que c'est possible. Eh bien, vraiment, moi je suis convaincu qu'il faut faire ce grand traité de paix, que le dérèglement climatique est un drame parce qu'il se cumule avec les 2 ou 3 autres éléments que j'évoquais. C'est parfaitement faisable. Et si je pouvais m'autoriser un dernier point, puisqu'il y a ici des militaires, des experts de sécurité, permettez-moi d'avoir une pensée pour les 13 soldats tombés au Mali dans un escadron héliporté il y a quelques jours. Pensez une seconde que seule la capacité défensive ou offensive va régler le problème de cette région. Sans l'eau, sans l'énergie, sans l'agriculture et l'élevage, est malheureusement une erreur. Et il est temps que les militaires parlent aussi aux civils, car l'affaire, elle est grave, elle est enthousiasmante. Merci en tous les cas, Monsieur le Président, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Merci Jean-Louis Borloo. Je vous prie de venir à mes côtés si vous le voulez bien. On va profiter de votre présence. Passez-vous, Monsieur Borloo, venez. Installez-vous.